Après 8 ans de bataille entre les sceptiques de la version officielle et ceux qui la soutiennent, le débat sur le 11 septembre semble s'être bloqué au moment où les deux camps crient victoire. Mais seule la vérité serait une victoire, et elle semble pour l'instant échapper à tous. Jim Miggs is the editor of Popular Mechanics magazine. In 2005, he and a staff of reporters decided to take on the factual and scientific claims made by members of the 9/11 conspiracy movement. D'autres documentaires de la BBC, de Discovery Channel ou de National Geographic ont été produits depuis, tous sur la même ligne. Mais celui de Popular Mechanics, produit avec History Channel, demeure la référence du débat sur le 11 septembre. Miggs enlisted the help of more than 70 experts in fields including aviation, engineering, and the military. The results were first published in a magazine article, then more fully developed in a book titled Debunking 9/11 Myths: Why Conspiracy Theories Can't Stand Up to the Facts. I think what Popular Mechanics did with the 9/11 conspiracy theory was just about one of the best things ever done in the history of skepticism. That is exactly how it should be done. Here's the claim, here's the answer. Here's the claim, here's the answer. By the end, they got nothing to stand on. Boom, end of story. Une interrogation demeure. Popular Mechanics a-t-il présenté et discuté les principales questions des conspirationnistes? Ou bien a-t-il présenté seulement celles qu'il estimait plus faciles à affronter? Pour vérifier que tel n'est pas le cas, voici un résumé des principaux points apparemment toujours sans réponse. Si toutefois ces réponses existent, il suffira au camp officiel de les indiquer clairement pour finalement clore le débat. Okay. All I see is smoke. Okay, dear. I'm gonna die, aren't I? No. We're gonna think positive because calm down. I'm Les tours jumelles avaient été conçues pour résister à l'impact d'un grand avion de ligne, de poids et de dimensions comparables à ceux des avions utilisés le 11 septembre. Dans un document du NIST, le National Institute of Standards and Technology, on lit: les bâtiments ont été inspectés et ils pourraient résister à l'impact d'un gros avion de ligne de type 707 ou DC-8 volant à 950 km/h. Les études indiquent qu'un tel impact causerait des dégâts localisés insuffisants à faire s'effondrer le bâtiment ou à lui causer des dommages substantiels et ne mettrait pas en danger la vie des personnes ne se trouvant pas aux abords immédiats de la zone touchée. La plupart de ceux restés bloqués au-dessus de l'impact auraient pu s'en tirer. Mais les tours jumelles s'étant effondrées suite aux impacts et aux incendies, près de 3000 personnes sont mortes. Question. Pourquoi personne n'a été inculpé parmi les responsables de la conception et de la construction des tours, et leur responsabilité pénale pas même évoquée? Si un de vos parents décédait dans l'écroulement d'un bâtiment prévu pour résister à un certain type d'impact, ne voudriez-vous pas avoir les responsables de sa construction traduits en justice? Cette photo thermique prise par la NASA 5 jours après les événements montre des températures très élevées à la base des 3 tours effondrées. En novembre, 6 semaines plus tard, ces feux souterrains étaient encore extrêmement chauds, malgré le manque relatif d'oxygène à consumer sous terre. It's unbelievable. And this is 6 weeks later, almost 6 weeks later. And as we get closer to the center of this, it gets hotter and hotter. It's probably 1,500 degrees. We've had some small windows into what we thought was a core at some point, and it looked like an oven, you know? It's still, I believe, 1,100 degrees. The guy's boots just melt within a few hours. Il existe beaucoup de témoignages de métal et d'acier fondu sous les décombres vus par les secouristes et d'autres personnes. Get down below and you'd see molten steel running down the channel rails, like you're in a foundry. Like lava. One of the more unusual artifacts to emerge from the rubble is this rock-like object that has come to be known as the meteorite. It's this fused element of steel, molten steel and concrete and all of these things all fused by the heat into one single element. In any other museum, it could be passed off as a meteorite. And while this was born of intense heat,
This is altogether different. This formation is really 4 separate stories of the World Trade Center, compressed, compacted, incinerated, exposed to temperatures as hot as the inner Earth. I never knew this existed. Même certaines colonnes des bâtiments effondrés portent les signes de très haute température. It's hard to believe that it actually bent because of the size of it and how there's no cracks in the iron. It bent without almost a single crack in it. It takes thousands of degrees to bend steel like this. Question. Qu'est-ce qui a bien pu causer les mares d'acier et de métal fondu, plier les colonnes sans les fissurer et brûler sous terre pendant plusieurs semaines? Les 2 tours sont tombées en maximum 10 à 15 secondes à partir du début de leur chute. Et donc la partie supérieure des bâtiments a détruit la majeure partie des étages inférieurs, tombant verticalement presque à la vitesse de la chute libre. There is no scenario for a pancake effect of buildings falling that allows them to fall at the rate of free fall. If you were just to surmise, hypothetically as an approximation, that they would take a second for each floor to collapse, and if you were talking about the whole 110 floors, that would represent 110 seconds, or 100 seconds too many. De plus, dans le rapport sur l'effondrement du bâtiment 7, qui a duré environ 6 secondes, le NIST reconnaît qu'une partie est tombée en chute libre pendant plus de 2 secondes. Question. Pouvez-vous expliquer comment les lois de la physique, qui prévoient qu'un corps en chute libre suive le chemin de moindre résistance, ne se soient pas appliquées dans chacun de ces 3 cas? Qu'il ait été précipité intentionnellement par ses passagers, ou par les pirates de l'air, le vol United 93 s'est écrasé au sol en entier avant de disparaître dans ce trou. Question. Aucun vent fort n'ayant été signalé ce jour-là, et puisque personne n'a abattu ce vol en l'air, comment expliquer les débris de l'avion retrouvés à 14 km de l'impact? Question. Puisque l'avion semble avoir disparu dans ce trou, comment est-il possible qu'on ait retrouvé et identifié grâce à leur ADN les restes de chacun des passagers? Et aussi, en passant, 95% de l'avion. Plusieurs témoins ont vu un mystérieux avion blanc survoler la zone d'impact juste après le crash. Voici l'explication de Popular Mechanics. It was a little Dassault Falcon corporate jet that was flying to a nearby airport. And what happened is once air traffic control knew they had lost Flight 93, they asked the nearest aircraft to go over the area and actually radio back exact coordinates for the crash site. Do you see any activity on your right side, smoke or anything like that? It appears to be just a dark cloud like a puff of black smoke. Mais l'enregistrement présenté par Popular Mechanics correspond en fait à un échange entre le vol American 1060 et la tour de contrôle de Cleveland. Le voici dans son intégralité. American 1060, do you see anybody northwest of you? Can you see back that far there? We're looking now, sir. United 93, Cleveland, do you still hear the center? Do you see any activity on your right side, smoke or anything like that? Yeah, we do have a smoke puff now at about, probably 2 o'clock. It appears to be just a dark cloud like a puff of black smoke. Cleveland était donc en train de demander au vol American 1060 de jeter un œil, et non au petit avion blanc. American 1060, do you see anybody northwest of you? Can you see back that far there? Question. Si l'avion blanc était vraiment un jet privé, pourquoi Popular Mechanics a-t-il utilisé des preuves falsifiées pour soutenir sa propre affirmation? Question bonus. Saviez-vous que sur les lieux du crash, on a retrouvé les objets suivants? Le passeport entier et reconnaissable d'un des pirates de l'air, le testament, pas même déchiré ni brûlé, d'un des pirates, un reçu avec le nom d'un des pirates, une photo d'identité d'un pirate, un cutter appartenant à un pirate, une autre photo d'identité d'un autre pirate, un reçu de pressing avec le nom d'un pirate, le bandana ni brûlé ni déchiré d'un pirate, le passeport d'un pirate avec sa photo et son nom bien visible. Tout ça alors que l'avion a totalement disparu. Les pirates de l'air s'étaient entraînés sur de petits avions monomoteurs, mais n'avaient jamais piloté un quelconque jet. Sans parler des grands avions de ligne, qui constituent une spécialité à part.
Pourtant, ils ont accompli à grande vitesse des virages, des descentes vertigineuses et des manœuvres extrêmes qui ont laissé totalement perplexes les contrôleurs aériens. I slid over to the controller on my left, and I asked him, "Do you see an unidentified plane there southwest of Dulles?" And his response was, "Yes." "Oh my gosh, yes. Look how fast he is." The speed, the maneuverability, the way it turned, everything seemed to suggest it was a fighter jet. And we are all experienced controllers. Now as I'm watching, United 175 makes a hard left-hand turn and starts climbing. So not only did he make a sharp turn, but he also climbed 3,000 feet in a matter of approximately 1 minute, which is a very fast rate of climb. This is something that we have never seen before. This is stuff that you would only see in the movies. The United 175, the hijackers were heading towards the city. We were counting down the altitudes, and they were descending right at the end at 10,000 feet per minute. That is absolutely unheard of for a commercial jet. They're actually nosing the airplane down and doing it what I would call a power dive. At 9:01 a.m., United 175 is hurtling at more than 400 miles per hour toward the Statue of Liberty and New York Harbor. Écoutons les commentaires de pilotes professionnels à propos de ces manœuvres. Commandant Ted Muga, ex-pilote civil et militaire. Je n'arrive pas à croire qu'un amateur puisse ne serait-ce que se rapprocher de telles manœuvres. Commandant Ralph Kolstad, ex-pilote militaire et ancien instructeur de combat aérien. Au Pentagone, le pilote du Boeing 757 a réalisé une manœuvre très difficile. J'ai moi-même 6000 heures de vol sur Boeing 757 et 767 et je n'aurais pas pu faire suivre à l'avion la trajectoire qui a été décrite. Capitaine Daniel Davis, ancien officier de la défense aérienne et pilote privé. Survoler la colline et l'autoroute et aller percuter le Pentagone entre la hauteur du mur et le sol, c'est pratiquement impossible, même pour un petit motomoteur lent, et il est impossible de faire ça avec un 757. La prima difficoltà sarebbe quella di volare attaccato a terra e lo so per esperienza diretta avendo fatto volo militare a bassa quota. Ci sono tutta una serie di turbolenze che fanno sì che sia molto difficile stare veramente appiccicati per terra. Credo che chi ha fatto questa attività possa capire cosa vuol dire stare a 10 metri da terra, 5 metri da terra con un aeroplano che pesa 110-120 tonnellate lanciato a 900 km all'ora. Voici la simulation d'un vol effectué par un Boeing 747 au niveau de la mer. At 300 knots, the elevator starts to not respond. Too much lift is generated by the wings, and we cannot get the nose to pitch down and the airplane to descend. At 320 knots, the stick is fully forward. The elevator is deflecting the air downwards, but the plane is going up instead of down. The elevator no longer works. The plane is uncontrollable. We cannot fly level. You can see the elevator fully deflected down, stick forward, but the aircraft going up. At sea level, at 320 knots or 360 miles per hour, the plane is uncontrollable. And that was this cushion of air that doesn't allow a jet to land when they're traveling at 20 feet at 400 knots. It's called ground effect, and it's most pronounced in aircraft with what's called a low wing loading. A low wing loading means a large airplane with a big wing. Highly wing-loaded planes, for instance, fighter aircraft, and these, of course, can approach the ground at very, very high speeds because they're designed to do that. But in Boeing 757, you can't do... I challenge any pilot anywhere. Give him a Boeing 757, tell him to do 400 knots 20 feet above the ground for half a mile. Can't do. It's aerodynamically impossible. I flew the two actual aircraft which were involved in 9/11, the flight number 175 and flight 93, the 757 that allegedly went down at Shanksville, and flight 175 is the aircraft that's alleged to have hit the South Tower. I don't believe it's possible for, like I said, for a terrorist, a so-called terrorist, to train on a 172, then jump in the cockpit of a 757, 767 class cockpit,
and vertical navigate the aircraft, lateral navigate the aircraft, and fly the airplane at speeds exceeding its design limit speed by well over 100 knots, make high-speed, high-bank turns, exceeding, pulling probably 5, 6, 7 Gs, and the aircraft would literally fall out of the sky. I couldn't do it, and I'm absolutely positive they couldn't do it. Question. Comment quelqu'un qui n'a jamais piloté un jet de toute sa vie peut-il prendre les commandes d'un avion de 100 tonnes et faire des manœuvres à grande vitesse, considérées comme pratiquement impossibles par des pilotes de 30 ans d'expérience? Ces images publiées par le département de la Défense montrent l'avion volant en rase-motte juste avant de percuter la façade du Pentagone. Ce même parcours est illustré par cette animation commissionnée par le gouvernement à l'université de Purdue. Ces images sont prises depuis la direction d'où est arrivé l'avion. Question. Vu qu'il volait en rase-motte, pouvez-vous nous dire comment l'imposant 757 a fait pour atteindre la zone d'impact sans toucher les obstacles sur son parcours? Et pourquoi ces rouleaux de câbles ne sont même pas tombés sous les turbulences générées par l'avion volant à 850 km/h? Conspiracy theorists want to know why it wasn't the width of the full wingspan of the plane, and actually just the simple reason was that the wings came off. The wings did not fully penetrate the facade. In fact, the wings had already been partially sheared off by the time the plane even hit the building. Question. A. Pourquoi les ailes devraient s'être détachées avant l'impact? Et où sont-elles passées? B. Où est passée la queue de l'avion, qui s'élève à 4 mètres au-dessus du fuselage, et pourquoi n'a-t-elle laissé aucune trace sur le mur, ni cassé les fenêtres au-dessus du trou d'entrée? C. Où sont les moteurs, qui semblent tout simplement disparaître sur l'animation de Purdue? S'ils ont pénétré dans l'édifice, pouvez-vous indiquer les trous qu'ils ont faits? Dans la version officielle, le corps de l'avion, le fuselage, est entré dans le bâtiment et a continué jusqu'au trou de sortie dans le 3e anneau. The mass of the plane penetrated the building with enormous energy and continued into the building in a state almost more like a liquid than a solid, doing enormous damage as it went through. It then encountered reinforced concrete columns 2 feet thick, so the aircraft was flying through a forest of columns. The plane became almost like an artillery shell or a tank round. What actually came out, it was a circular ball of fire, which is how fire goes when it moves. That's why it has a perfectly round shape. D. Pouvez-vous expliquer comment fait un avion sans ailes et sans moteur pour voler dans une forêt de colonnes en béton armé, alors qu'un avion avec ailes et moteur ne parvient pas à le faire dans une forêt d'arbres? E. Si l'avion s'est pratiquement liquéfié et est devenu une boule de feu jusqu'à disparaître complètement, expliquez-nous comment il a été possible de retrouver les restes de tous les passagers et de les identifier un par un grâce à leur ADN. Question bonus. Si c'est vraiment ce qui s'est produit avec le fuselage, pourquoi David Dunbar, qui était alors le directeur de Popular Mechanics, a-t-il déclaré que le trou de sortie était dû au train d'atterrissage? And then the landing gear was more dense and heavier and continued on through a forest of columns to smash that exit ring. So when you see that nice round hole, that's the exit ring, that's the exit hole in the C-ring punched by the landing gear. Existe-t-il autant de réponses différentes que de directeurs de Popular Mechanics? 7 ans après les faits, l'explication officielle de l'effondrement du bâtiment 7 a finalement été publiée. New York City, 2001. No tall building had ever collapsed primarily due to fire. But that's exactly what investigators believe happened to the 47-story World Trade Center Building 7 on September 11th. According to a 3-year comprehensive building and fire safety investigation just completed by the National Institute of Standards and Technology, or NIST. World Trade Center 7 collapsed because of fires. We really have a new kind of progressive collapse that we have discovered here, which is a fire-induced progressive collapse. And in fact, we have shown for the first time that fire can induce a progressive collapse. The NIST computer model was validated with evidence from videos, photos, witness accounts, and other data. So you look at the floors failing here, and eventually this column 79 is going to buckle,
It fails, and then the entire vertical progression takes place. A chain reaction then caused other interior columns to fail in quick succession. The outside shell of the building fell. Cette reconstitution sur ordinateur semble représenter quelque chose de totalement différent de ce qui s'est réellement produit avec le bâtiment 7. Comme on le voit ici, les deux côtés supérieurs se plient vers l'intérieur au début de l'effondrement, alors qu'en réalité les deux côtés du bâtiment ont suivi une ligne verticale parfaite du début à la fin. Revoyons les deux côte à côte. Avec une telle différence entre le modèle et la réalité, on se demande à quel point le rapport entier du NIST est fiable. Cela nous ramène au deuxième problème. In order for the perimeter to fall perfectly and symmetrically, which it pretty much does at Building 7, all of those columns have to be removed within a tenth of a second of each other. Il est temps d'oublier une fois pour toutes l'idée lancée par quelques-uns selon laquelle le bâtiment 7 était moins solide que la normale, car construit au-dessus d'une installation de General Electric. Tout d'abord, pour être autorisé, toute construction de bureaux aux USA doit comporter une certaine redondance structurelle, indépendamment de l'endroit ou de la façon dont ils sont construits. Ensuite, c'est ce même Silverstein qui avait fait renforcer la structure du bâtiment au moment de l'achat par sa société la Salomon Brothers. Cet article de 1989 du New York Times expliquait que la Salomon Brothers, la société de Silverstein, aurait mis presque 2 ans et plus de 200 millions de dollars pour enlever des planchers, rajouter des ascenseurs, renforcer les ceintures d'acier, moderniser l'électricité et apporter des améliorations à l'immeuble à peine acheté. Sa construction est si redondante qu'on pourrait enlever des portions entières d'étages sans compromettre l'intégrité structurelle de l'immeuble, a expliqué Larry Silverstein, le président de la société. Plus de 375 tonnes d'acier, ayant demandé 19 km de soudure, furent utilisées pour renforcer les planchers et pouvoir y installer les équipements de la Salomon. Loin d'être plus fragile que la normale, le bâtiment 7 était au contraire plus solide. Question. Pouvez-vous expliquer comment l'effondrement d'une seule colonne peut causer l'écroulement symétrique de tout un bâtiment, pour lequel il serait nécessaire que toutes les colonnes cèdent en même temps à quelques fractions de seconde près? Même en acceptant l'explication du NIST concernant l'effondrement, tous admettent qu'il s'agirait d'un événement unique dans l'histoire de l'architecture moderne. This is the first and only skyscraper in the world to have collapsed because of fire. No steel frame high-rise building has ever collapsed due to fire. Until this occurrence, no building had fallen down because of fire. A modern steel building has never collapsed from fire damage. In over 20 years, I have not seen a protected steel structure that has collapsed in a fire. No building built out of structural steel has ever collapsed before or since 9/11 due to structural fire. Le caractère unique de cet événement est confirmé par M. Sander. Our high-rise buildings in this country are very, very safe. Having a collapse of this nature is a very rare event. Si c'est vrai, alors comment autant de personnes le savaient-elles à l'avance depuis le début de l'après-midi? All I can attest to is that by noon or 1 o'clock, they told us we had to move from that triage site up to Pace University, a little further away, because Building 7 was going to come down or being brought down. Did they actually use the word brought down, and who was it that was telling you this? The fire department, and they did use the word we're going to have to bring it down. Vers 15 heures, le propriétaire du bâtiment 7, comme il le racontera lui-même, a autorisé la démolition de l'immeuble. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Par la suite, Silverstein a dit qu'en réalité il avait demandé qu'on retire les pompiers du bâtiment, et non qu'on le démolisse. Non seulement cette explication est difficile à avaler d'un point de vue linguistique, And you don't say, we made the decision to pull it, which refers to something. You wouldn't say that about a group of firemen. You would say, we made a decision to pull them out of the building. mais de toute façon, nous savons qu'aucune opération de pompiers n'était en cours dans le bâtiment 7, comme l'a confirmé le rapport préliminaire du NIST. Et en plus, il est clair que l'effondrement imminent avait été annoncé très en avance aux pompiers et à la police. They said, hey, you know, like you got to stay behind this line because they're thinking about taking this building down.
Le pompier Hollowak. Nous attendions là, jusqu'au moment où le bâtiment 7 s'est effondré. Le pompier Sweeney. On attendait que le bâtiment 7 s'effondre. Le bruit devait circuler depuis un moment, puisque la CNN est arrivée vers 16h15. Thank you, sir, for joining us. We are getting information now that one of the other buildings, Building 7, in the World Trade Center complex is on fire and has either collapsed or is collapsing. Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Ceci explique aussi pourquoi, depuis New York, la correspondante de la BBC, qui ne connaissait pas bien la ville, a annoncé à 17h que l'effondrement s'était déjà produit, alors que le bâtiment 7 était encore debout derrière elle. Cet épisode a alimenté des polémiques ridicules selon lesquelles les médias du monde entier auraient reçu à l'avance une copie des informations à donner, alors qu'il s'agit tout simplement de la conséquence des avertissements qui circulaient déjà depuis plusieurs heures et qu'à un moment donné, CNN a recueillis. Question. Si l'écroulement d'une structure en acier suite à un incendie ne s'est jamais produit auparavant, comment autant de personnes ont-elles fait pour le prévoir plusieurs heures à l'avance? Enfin, cet extrait de CNN confirme l'attente diffuse de l'écroulement dans cette zone peu avant qu'il ne se produise. Keep your eye on that building, it'll be coming down. Building is about to blow up. Moving back. All right, guys. We are looking back. There's a building about to blow up. Question. Pourquoi les pompiers et les policiers auraient utilisé les termes comme « exploser » ou « tirer » s'ils s'attendaient juste à un effondrement spontané? Question bonus. Pourquoi selon vous ces questions n'ont-elles pas trouvé de réponse honnête ces 8 dernières années? En guise de conclusion, voici un message des secouristes qui meurent par dizaines après avoir respiré l'air malsain de Ground Zero dans le silence médiatique le plus absolu. And every time Popular Mechanics calls the people of this movement nuts, and every time Time magazine dismisses real, hard physical evidence that a new investigation needs to be launched into how concrete was pulverized, every time Time magazine dismisses that evidence and instead writes a 2-page article about the psychology of the conspiracy movement, these propagandists, professional liars and tools who cannot, even by any stretch of the imagination, be considered journalists, strike another nail into the coffin of another rescue worker. We who are still dying from 9/11, who went into the towers and into that pile, now live with those buildings in our lungs and digestive systems and our blood. And if you allow these scumbags to strip you and this movement of our legitimacy, you condemn first responders to death.